Bonjour à tous, l'épisode d'aujourd'hui sur des batailles discrètes et décisives sera réalisé entièrement en voie virtuelle, toujours pour des questions techniques. Avant de se pencher sur le siège de Numance, qui a lieu en -133, examinons tout d'abord l'expansion de la République romaine dans les décennies précédentes, avec l'ascension d'un homme issu de deux prestigieuses familles patriciennes, celle des Scipions d'une part, par adoption, et celle de la gens des Aemilii. Il s'agit naturellement de Scipion Émilien. Tout commence par la troisième guerre de Macédoine, qui se conclut par la victoire romaine à Pydna en -168. Scipion Émilien y participe et s'y couvre de gloire, par héroïsme personnel, au cours de la bataille, comme d'autres fils encore jeunes de sénateurs. Néanmoins, il y forge son goût pour la chose militaire et deviendra l'un des généraux les plus compétents de son temps. Toutefois, sa course aux honneurs ne démarre pas immédiatement, la fin des années -160 est relativement paisible et des magistrats moins connus consolident les acquis territoriaux de la République romaine, tout en maintenant la paix et la prospérité. Une autre raison explique l'absence de carrière politique de Scipion Émilien dans les années -160, son très jeune âge politique. Il est alors dans sa vingtaine d'années et c'est beaucoup trop jeune pour accéder à des magistratures d'importance, qui nécessitent d'avoir au moins une bonne trentaine d'années avant de briguer un poste d'édile ou de prêteur. Il grandit donc dans l'ombre de son père, Paul-Émile le Macédonien, qui ne peut profiter de sa gloire acquise à Pydna en raison d'une mauvaise santé, et se rapproche de la famille des Scipions et des Gracques, en épousant Sempronia, la petite-fille de Scipion l'Africain, probablement à la fin des années -150. La situation internationale est alors très favorable pour la République romaine. À l'ouest, l'Hispanie qui avait été difficilement soumise pendant la Seconde Guerre punique, puis pacifiée par Caton l'Ancien dans les années -190, a été étendue à l'intérieur des terres par Tiberius Sempronius Gracchus, le futur beau-père de Scipion Émilien, dans les années -170, en utilisant subtilement la diplomatie, l'intégration volontaire dans les frontières de la République, ou les divisions entre tribus hostiles. Au sud, c'est-à-dire en Afrique, la Numidie est toujours une alliée de premier choix, dont la loyauté n'a d'égal que la valeur militaire. Carthage se tient tranquille et continue de payer les indemnités de la Seconde Guerre punique. À l'est, l'Empire séleucide ne se remet pas de la disparition d'Antiochos IV. Démétrios, son neveu, est un empereur à l'autorité contestée, et fait face à de multiples révoltes, usurpations et invasions. De surcroît, c'est un proche des Scipions, car il a été l'otage de Rome dans sa jeunesse. Le royaume lagide, à l'autorité fragile, se rétablit progressivement, mais reste dans une neutralité bienveillante vis-à-vis de Rome. Quant à la Grèce, elle ne peut que constater la domination romaine en Macédoine et en Illyrie. Au nord des frontières romaines, les mouvements de population des années -190 et -180 se sont calmés. Les Boïens ont émigré au nord des Alpes, les Germains se tiennent tranquilles, et les Insubres ont été progressivement romanisés en Gaule cisalpine. Certes, il existe un relativement puissant État arverne en Gaule, mais il ne menace absolument pas les intérêts romains. En d'autres termes, pendant 15 ans, rien ne vient troubler la domination romaine. Toutefois, en -155, en Lusitanie, un chef local du nom de Punicus, qui peut traduire un reste d'influence carthaginoise, déclenche les hostilités contre Rome et vainc une légion dirigée par deux préteurs, leur infligeant une grave défaite, et plus de 6000 morts. L'affaiblissement des forces romaines dans la région permet aux tribus insoumises de provoquer une rébellion parmi les peuples faiblement romanisés. En -153, le consul Quintus Fulvius Nobilior est dépêché sur place pour contenir la situation. Malheureusement pour lui, l'affrontement conduit à une autre cuisante défaite de l'armée romaine, qui laisse à nouveau 6000 morts sur le terrain. La nouvelle se propage à la vitesse d'un cheval au galop et le bassin méditerranéen est de nouveau prêt à s'embraser dans son ensemble. Les Lusitaniens débarquent en Maurétanie et pourraient bien espérer faire leur jonction avec les Carthaginois, de nouveau en guerre contre les Numides, et leur vieux roi Massinissa. Les Macédoniens, qui secouent le joug de la domination romaine en -150, se liguent derrière leur usurpateur, Andriscus, qui se dit fils de Persée et allié aux Carthaginois, par opportunisme anti-romain. Il n'en faut pas plus pour que les cités grecques, qui percevaient d'un mauvais œil leur protection trop étouffante par Rome, ne deviennent hostiles sous l'égide de la Ligue achéenne, en -147. En moins de 6 ans, la Méditerranée a basculé dans la guerre. C'est dans ce contexte de combat sur plusieurs théâtres d'opération que Scipion Émilien, alors au milieu de sa trentaine d'années, va s'illustrer. L'Hispanie est le terrain d'une guérilla permanente, dont Numance et ses villes alliées deviennent progressivement le centre des opérations. Les légionnaires, harcelés et fatigués, subissent des pertes constantes et n'osent plus sortir de la bande côtière tenue par Rome. Les volontaires n'affluent pas pour venir remplacer leurs camarades tombés dans différentes embuscades, et préfèrent postuler pour le front macédonien puis carthaginois, réputé moins dangereux. Pourtant, au grand étonnement général, Scipion Émilien demande à être engagé en Hispanie,
sous les ordres du consul Lucullus en -151, pour reprendre la guerre après une trêve hâtive signée par son prédécesseur en -152. Rome mène alors une série de représailles et de reconquêtes, où Scipion Émilien se distingue avant tout par ses qualités de soldat. En effet, Scipion Émilien est réputé, d'après l'historien Velleius Paterculus, être le premier à grimper sur les remparts de forteresses lors des sièges, à défaire un chef ennemi en combat singulier, malgré sa petite stature, et à inspirer les légionnaires, puis les jeunes Romains à venir s'engager pour une aventure pourtant réputée difficile. C'est un tableau très flatteur, peut-être trop beau pour être vrai, mais une chose est indéniable. À la fin de l'année -150, Rome a repris le dessus, avec toutefois des méthodes plutôt infamantes. En effet, beaucoup de civils furent massacrés d'une manière aussi impitoyable qu'inutile, et ces exactions allaient être la marque de fabrique de l'armée romaine pour la décennie à venir, tant elle redoutait un soulèvement général des peuples soumis. En témoigne la conquête de Carthage menée par Scipion Émilien. Si au début l'armée romaine menée par Manilius sous-estime la résistance carthaginoise en -149, l'arrivée de Scipion Émilien en -147 sonne le début de la fin pour l'éternel rival de Rome. Élu consul avant l'âge requis en raison de son prestige acquis pendant les débuts de la guerre celtibère, le jeune général fait preuve d'efficacité. Son style n'est cependant pas aussi élaboré que celui de Scipion l'Africain. Il ne fait pas de savantes manœuvres, et se contente d'écraser l'ennemi. Il agit en soldat avant tout, prêt à galvaniser les troupes par son courage personnel, et en instaurant probablement dès lors une discipline de fer. Pour venir à bout de Carthage, il fait ériger une digue en travers du port, et affame la ville qui ne peut plus se ravitailler. Les Carthaginois, assassinant leurs derniers généraux compétents dans un moment de panique, les remplacent par des hommes moins compétents. La suite est connue, la chute de Carthage s'obtient par l'exploitation des faiblesses de remparts, à partir du quartier des ports. Scipion Émilien et ses soldats combattent dans les rues, incendient les immeubles, et réduisent progressivement l'ancienne capitale en cendres. La population qui ne souhaite pas être réduite en esclavage est massacrée au fil de l'épée. En -146, la province d'Afrique est créée, mais dénuée de toute ville d'importance majeure, en dehors d'Utique. Le sol de Carthage sera longtemps sacré, comme une zone d'exclusion, avec l'interdiction d'y rebâtir quoi que ce soit. La légende veut même que les Romains y aient répandu du sel, afin de rendre la terre stérile. Pendant ces années-là, Rome stabilise tous les autres fronts. En -146, heureusement, la paix semble être sauvée entre les tribus celtibères, lusitaniennes et la République romaine par l'intervention d'un homme peu connu, et pourtant élu consul pour la troisième fois, Marcus Claudius Marcellus. La paix est donc prolongée contre une forte somme d'argent, et jusqu'en -143, Rome et ses citoyens peuvent bénéficier de l'interruption des hostilités. Le prestige de Scipion Émilien est alors déjà à son maximum puisqu'il reçoit le surnom d'Africain, et il ne peut continuer sa carrière politique que comme censeur, une magistrature légèrement inférieure. Ne pouvant commander de nombreuses légions, et étant empêtré dans les luttes politiques romaines, Scipion Émilien est donc dans l'incapacité de mener une offensive à grande échelle. Les Numantins le savent et vont profiter de la moindre combativité des généraux en place pour reprendre leur guérilla entre -143 et -136. Il ne faut pas croire cependant que les Romains aient nommé des généraux incompétents pour contrer les incursions des Celtibères pendant ce temps. Par exemple, Quintus Cecilius Metellus Macdonicus, non content d'être un brillant orateur, était peut-être l'homme le plus compétent de sa génération. Vétéran de la Troisième Guerre macédonienne, vainqueur d'Andriscus pendant la quatrième en -148, il gravit les échelons du cursus honorum en étant préteur, puis consul en -143, et proconsul d'Hispanie supérieure en -142. Plus mesuré qu'un Scipion Émilien, il plaît davantage, et n'hésite pas à traiter avec Viriatus, que l'on pourrait qualifier de roi de Celtibérie ou des Lusitaniens, car la frontière est floue, plutôt que de continuer une guerre coûteuse en hommes. En effet, Viriatus avait préféré épargner des légions romaines plutôt que de les massacrer, afin d'avoir la reconnaissance de son pays comme un État indépendant et ami de Rome. En -139, deux éléments vont faire reprendre la guerre asymétrique entre Numance et la République romaine, en situation de force. D'une part, Viriatus meurt assassiné par ses propres partisans qui souhaitaient reprendre la guerre contre Rome, et qui n'avaient pas compris certaines subtilités diplomatiques. D'autre part, le Sénat romain ne digère pas l'humiliation des multiples défaites subies et envoie un consul plus belliciste reprendre le conflit, Quintus Servilius Caepio. Mais celui-ci ne fait pas mieux que ses prédécesseurs face à l'intraitable guérilla hispanique. Pis encore, les Romains accumulent les échecs cuisants, la palme revenant à Caius Hostilius Mancinus, élu consul en -137. Faisant halte au milieu d'une étendue déserte, pendant des festivités celtibères, probablement pour entraîner ses troupes, il se fait surprendre par 4000 guerriers numantins, et 20 000 légionnaires trouvent la mort au cours de l'attaque surprise.
Ce coup de tonnerre qui vient ternir la gloire des légions provoque l'ire du Sénat romain, qui, d'après des sources romaines comme Cicéron, décide de faire payer cher son incompétence à Mancinus. Ce dernier est radié de l'ordre sénatorial, puis obligé de se livrer nu attaché à un poteau devant les murs de Numance. Le fait est singulier et mérite d'être rapporté. Cependant, les Numantins dédaignent mettre à mort leur ancien ennemi et les soldats de Mancinus détachent leur ancien consul au bout de 3 jours. Le plus paradoxal sera que Mancinus, toujours vivant, reprendra une carrière politique par la suite, après réintégration dans l'ordre sénatorial. Comme quoi, le ridicule ne tue pas. Ce qui a pour corollaire également qu'un homme politique se remet généralement aussi de n'importe quelle déconvenue. De nouvelles tentatives infructueuses eurent lieu dans les années -136 et -135 de conquérir Numance et les vallées situées entre l'Èbre, le Duero et le Tage. Mais ce terrain ne convenait absolument pas aux armées romaines, habituées aux batailles rangées en terrain découvert. Les Celtibères demeuraient insaisissables et les pertes cumulées des soldats envoyés par le Sénat ont peut-être pu avoisiner quelque chose comme 50 000 hommes sur une vingtaine d'années, aux incertitudes près. Cette résistance de Numance a donc provoqué l'équivalent d'une bataille de Cannes sur la durée. Il fallait un homme d'exception pour mettre fin de manière victorieuse à la guerre. Ce fut sans doute pour cette raison que Scipion Émilien, après avoir été censeur puis tribun de la plèbe, et s'être défendu dans plusieurs procès, fut choisi pour être de nouveau consul, en -134 avec la mission ferme de vaincre ces Celtibères qui résistaient encore et toujours à l'envahisseur. Scipion Émilien va innover une fois de plus vers ce qui s'apparente déjà à la professionnalisation de l'armée romaine et l'attachement des soldats à leur général en chef. Bien avant les réformes de Marius donc, les légionnaires prennent le pli d'être avant tout les hommes d'un sénateur ambitieux avant d'être les serviteurs de la République. La pente est dangereuse et mène droit à l'Empire. En effet, suite aux nombreuses défaites infligées par les Celtibères, et à l'abondance de richesses dans les frontières de la République, ainsi qu'à l'attachement à la terre cultivée, bref, pour plein de bonnes raisons, il existe une pénurie de recrues pour aller combattre contre Numance. Scipion Émilien fait appel à 15 000 vétérans, ainsi qu'à une escorte rapprochée qui peut être vue comme un embryon de garde prétorienne. Bien entendu, elle n'en porte pas encore le nom. Outre les licteurs qui protègent sa personne, une ala amicorum est constituée, faite de 500 soldats triés sur le volet. En complétant avec divers obligés, il atteint un total de 4 000 hommes de plus. Le reste de sa légion envoyée punir Numance sera constitué de mercenaires, donc des soldats professionnels, d'alliés numides, qui n'ont pas intérêt à laisser se développer une Celtibérie forte, et de troupes de Pergame, qui ne font que grossir les effectifs. Au total, 60 000 soldats sont sous son commandement, ce qui reste une force de frappe considérable et démesurée pour venir à bout des 4 000 guerriers numantins. Pour compléter avec la légende colorée, Scipion Émilien est l'image type du général austère imposant une discipline et un entraînement très strict à ses troupes. Pour conditionner le moral des soldats en poste, il chasse du campement des légions les devins, diseurs de bonne aventure, les marchands, les courtisanes, et tous les parasites qui empêchent les hommes sous ses ordres d'être concentrés sur les opérations. Il interdit les chevaux pour l'infanterie, se moque des légionnaires qui ont des boucliers trop bien décorés, en leur faisant remarquer qu'il ferait mieux de se concentrer sur leurs glaives, et enlève tout l'équipement superflu. Les lits sont interdits, il n'y aura que des nattes, et quant aux mules, elles ne transporteront plus que les malades, et non du matériel, qui ira sur les épaules des soldats. Ainsi entraînés et aguerris par de longues marches, les légionnaires romains retrouvent un peu de combativité, probablement issue du ressentiment accumulé contre leur chef. Plus sérieusement, Scipion Émilien, qui ne brille pas par son talent tactique, a malgré tout un mérite. Il utilise judicieusement les troupes de reconnaissance et ne tombe dans aucune embuscade, ce qui aurait toute stratégie de guérilla employée jusque-là par les Numantins. Comme il a également raccourci le bagage de l'armée, car chaque légionnaire porte un pactage plus lourd, son arrière-garde est moins vulnérable lors des marches. Le résultat est immédiat, en -134 les légions peuvent enfin assiéger Numance et couper la ville du reste du monde. Le plan de Scipion Émilien est éprouvé, ne pas risquer inutilement la vie de ses hommes après la série de défaites, et affamer les défenseurs. L'armée romaine ne tentera donc aucun assaut direct contre les murs et édifiera ses propres défenses pour empêcher toute sortie, par un mur de 9 km de long, 2,4 mètres de large et 4,5 mètres de haut, renforcé par plusieurs fortins. Pour Numance, c'est le début de la fin. Il est difficile d'estimer le nombre total d'habitants de la ville et il ne faut pas croire qu'il s'agissait d'un petit village barbare. La céramique de Numance dénote un art certain, et la petite cité celtibère pouvait avoisiner dans les 20 000 âmes, probablement en habitat dispersé, car les murs eux-mêmes pouvaient difficilement abriter plus de 2000 habitants. Il faut donc imaginer des assiégés confinés dans un réduit surpeuplé. Ils sont donc affamés, malades et encerclés par une armée romaine dirigée par une main de fer,
protégée par une enceinte possédant des circonvallations et contrevallations que copiera plus tard César, lors de son siège d'Alésia. Les meilleurs guerriers numantins tenteront malgré tout une sortie, en vain. Réduits à l'incapacité par cette technique de siège inspirée des Numides présents au sein de l'armée romaine, les Numantins sont poussés au désespoir après un an de siège, en -133. Ils demandent à être traités en braves, mais Scipion Émilien reste inflexible, il exige la soumission et ne promet que l'esclavage. Réduits aux dernières extrémités pour défendre leurs murs, les Numantins tiennent bon quelque temps, puis se rendent compte que la situation est perdue. Des cas de cannibalisme se produisent sans doute, tandis que d'autres familles, plutôt que de se soumettre à Rome, se suicident en masse et incendient la ville alors que les légions romaines, comprenant ce qui se passe, investissent la ville. Scipion Émilien ne pourra capturer que des ruines et ne fera prisonnier qu'une cinquantaine de survivants au cours de cet épisode tragique. En dépit d'un maigre butin et d'une victoire odieuse, avec ce qui serait aujourd'hui considéré comme une extermination de civils, Scipion Émilien est autorisé à défiler en triomphe dans les rues de Rome. Il reçoit le surnom de Numantin, pour avoir mis fin à plus de 20 années de guerre par intermittence qui avaient été coûteuses en hommes, et est l'un des premiers à porter le titre honorifique d'impérator. L'Espagne actuelle est alors quasiment conquise, et a été tellement marquée par cette difficile conquête qu'elle restera une province plutôt stable, en dehors de quelques soulèvements, dans le cadre des guerres civiles entre partisans de Marius et ceux de Sylla. La conquête sera achevée par Auguste, dans les premières années de l'Empire, lorsque la Cantabrie finira par reconnaître l'autorité romaine. Les traces de cette conquête impitoyable auront peut-être des conséquences inattendues, qu'il faudrait vérifier. Par exemple, quelques points attirent mon attention. En retour de leur soumission et de leur acceptation de la romanisation, les citoyens hispaniques obtiendront un peu plus tôt que d'autres le droit romain ou latin, suivant les cités, bien avant l'édit de Caracalla. L'Espagne sera dans son immense majorité romaine pour un peu plus de 6 siècles et demi, entre -130 et les années 450. Cependant, au temps des invasions barbares, la ligne de fracture se retrouvera entre l'Espagne pro-romaine, qui est celle conquise par Scipion l'Africain avec un minimum de violence, et l'Espagne apte à se détourner de Rome, qui est celle conquise par Scipion Émilien avec une brutalité sans égale. Cette ligne de fracture correspond à la jonction des Hispanies intérieures et ultérieures qui étaient les vieilles provinces républicaines. Plus tard, encore, au cours de la reconquête justinienne, menée dans les années 550, ces mêmes territoires montreront un attachement à l'Empire romain réunifié. Au-delà dans le temps, ces divisions finiront par s'effacer ou ne plus signifier grand-chose. La résistance acharnée, tragique et héroïque de Numance va devenir, au fil du temps, un mythe apte à traverser les siècles, pour constituer les romans nationaux, ou entrer dans la culture. Miguel de Cervantes en fait une tragédie au temps de la Renaissance, en 1585. L'acte d'éclat de la ville fut aussi remémoré lorsque les Espagnols luttèrent contre Napoléon, au XIXe siècle. Quant au régime franquiste, qui eut malheureusement bien des défauts, il exalta la défense de la ville, à des fins de propagande. Beaucoup plus connue en Espagne, la défense de Numance est l'équivalent pour les Français de la bataille d'Alésia, une défaite fondatrice qui rend honneur à un courage ancestral, contre un ennemi jugé supérieur et assimilé à l'Empire romain. Le terme de Resistencia Numantina est même passé dans le langage espagnol pour défendre une cause perdue menée avec très peu de moyens et aucun autre choix qu'une défense jusqu'au boutiste. Mais quelles furent les conséquences pour Rome de cette sordide victoire? Tout d'abord, Scipion Émilien pouvait profiter de sa gloire acquise comme un des premiers impérators, mais il ne faisait pas l'unanimité au sein du Sénat. Il n'était qu'à la fin de sa quarantaine d'années et aurait pu être encore 2 ou 3 fois consul, en étant le destructeur des ennemis de Rome. À peine revenu de Numance, il est pris dans les luttes de pouvoir entre les Gracques, qui sont eux-mêmes de la descendance des Scipions par les femmes, la branche nasica des Scipions, la foule et le reste du Sénat. Les lois agraires sont le sujet de la discorde. Tiberius Sempronius Gracchus, dont le rôle avait été clé en Hispanie pour tempérer l'incompétence de Mancinus, est le porteur d'une loi de redistribution des terres. En effet, les précédentes années avaient vu l'accroissement des domaines fonciers des sénateurs, au détriment des soldats citoyens qui étaient obligés de laisser leurs terres en friche. Le problème de la réforme agraire menée par les Gracques est qu'elle est sans doute un projet de loi bien intentionné, mais au contour flou. En limitant les possessions maximum individuelles de terres, elle pouvait limiter les appétits de pouvoir de certains. Les ennemis politiques pouvaient même accuser la famille des Gracques de contrôler le mode d'attribution des terres, ce qui les plaçait au centre du jeu du clientélisme romain, et donc maître de la course vers le pouvoir. Pourtant cette loi était populaire et permettait de lutter contre la paupérisation de la plèbe. En s'opposant aux réformes agraires, Scipion Émilien s'attirait les foudres de la foule, et en approuvant la réaction de l'aristocratie, qui fut de mettre à mort les Gracques et ses partisans au cours d'une émeute, il menait un jeu d'équilibriste dangereux.
En fait, la Rome des années 130 était déjà en ébullition et le climat préfigurait celui des futures guerres civiles. Les Gracques voulaient éviter de nouveaux soulèvements d'esclaves, comme en Sicile en 132, où un royaume éphémère vit le jour, avant d'être écrasé, et replacer le citoyen au centre des institutions politiques et économiques. Scipion Émilien, qui ne souhaitait pas prendre parti entre Optimate et Populares, dans des branches de la famille des Scipions qui s'entre-déchiraient, tenta de botter en touche en souhaitant conduire une expédition vers l'Illyrie. Cela illustre bien la fuite en avant du système. Il fallait un nouveau conflit pour détourner les esprits, rapporter des nouvelles richesses, et ressouder la République derrière un ennemi commun. Toutefois, il ne peut échapper à son devoir, puisqu'il est sommé par les peuples italiens et le Sénat de résoudre les points délicats de la loi agraire en 129. Scipion Émilien est alors retrouvé mort la nuit précédant un discours qu'il devait prononcer sur le forum, et son meurtre fut l'un des mystères jamais résolus de l'histoire, tant les mobiles étaient différents pour de nombreux intervenants de le faire disparaître de la scène politique. Avec sa disparition, tout ce qui reste de l'héritage des Scipions va progressivement s'éteindre au cours des années 120, notamment avec un autre assassinat, celui de Caius Gracchus, le cadet des frères Gracques, qui tentera lui aussi de faire passer la réforme agraire, et d'installer une colonie romaine à Carthage. Le meurtre d'hommes politiques est une dérive grave qui va miner la République. Rome se retrouve donc à la tête d'un empire qui n'en porte pas le nom dans les années 120, et peut annexer facilement la future Gaule narbonnaise, mais elle se retrouve bien vite paralysée pour administrer son territoire avec équité. Si le Sénat est encore tout puissant dans les années 130, et craint des personnalités de premier plan, y compris des généraux, les mesures draconiennes qu'il prend pour briser les hommes politiques incapables de résoudre des crises font que les ambitieux vont progressivement se défier de lui. Il apparaît bien vite que seul un homme fort de suffisamment bonne famille peut faire l'unanimité, et imposer son autorité par la voie des armes pour mater les nombreuses rébellions et mouvements sociaux. La gens des Cecili Metelli revient régulièrement aux plus hautes dignités, mais n'a pas l'aura militaire pour fournir un homme providentiel. La vie politique est donc crispée entre abandon ou adoption de la réforme agraire pendant une quinzaine d'années après la mort du dernier des Gracques. La mécanique de conquête de la République romaine s'enraye donc très vite, aussi vite qu'elle avait commencé pendant l'ère de Scipion Émilien. Toutefois, c'est une nouvelle situation de crise qui va favoriser l'émergence de généraux tout-puissants, qui se pareront du titre d'impérator pour cumuler les honneurs, bafouer les lois, et établir un régime de plus en plus dictatorial, dans le mauvais sens du terme. En effet, les anciens alliés de Rome ont compris que les obligés d'un État conquérant étaient les derniers à tomber. Si Pergame choisit volontairement l'annexion à la République en 133, la Numidie, plus indépendante, se détache progressivement de l'orbite de Rome, qui cherche à diviser le royaume à la mort du roi Micipsa en 118. Parmi les trois héritiers, un certain Jugurtha voit clair dans le jeu romain. Ami de Scipion Émilien, vétéran du siège de Numance, il sait très vite avec l'exemple du roi Viriatus, comment un ami du peuple romain devient un ennemi. Jugurtha connaît donc bien son dangereux allié romain, et quels ravages peuvent causer les légions si elles exercent une répression sur son peuple. Il connaît leurs points forts et leurs faiblesses. Depuis Cirta, la capitale numide, il peut reprendre le jeu géostratégique de Carthage, en érigeant une puissance rivale au pouvoir du Sénat en Afrique. Rome crée donc ses propres ennemis et ses propres sauveurs, puisqu'il faudra un général de la trempe de Marius pour lutter contre Jugurtha. 6 fois consul, plusieurs fois impérator, le grand réformateur de l'armée romaine fera basculer la République dans une ère de crise qui conduira droit à l'Empire. Mais les racines profondes de cette métamorphose se situent à Numance lors de cette brève période de boulimie territoriale de la République pour empêcher de nouvelles guerres de menacer son existence. Joli paradoxe. Mais l'histoire adore l'ironie. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner, déposer un like ou commenter de manière constructive. J'en profite pour annoncer les 3 prochains épisodes de la série des batailles discrètes mais décisives. Nous verrons la bataille de Mutul en 108, qui oppose Jugurtha à Marius, puis une bataille des guerres de Mithridate, insuffisamment mise en lumière à mon goût, avant d'enchaîner par la bataille de Carae, entre les Parthes et la République romaine en 53. En revanche, je ne consacrerai aucun épisode à César et à la guerre des Gaules, car le sujet est très connu et ce n'est pas mon domaine.